posé sur la Lune ce fameux module Apollo. Et en juillet 69, un homme mettait le pied pour la première fois sur non pas une planète, mais sur un lieu dans l'espace qui était autre que la Terre. Voilà, Cyril nous a rejoint, Cyril Valente, président de la JBS. On s'est dit, Michel Gimbre, notre directeur des vols, a toujours des idées incroyables depuis qu'il est directeur des vols à La Ferté. Et il s'est dit, cette année, on va terminer par tous les avions du plateau, tous les avions de ce formidable musée volant. Et c'est l'occasion, Cyril, de parler de l'histoire du terrain, de parler de la JBS, de tous ces bénévoles, de tous ces passionnés qui sont là aujourd'hui depuis des années, les mains dans le cambouis, qui se battent bénévolement tous les week-ends pour faire voler toutes ces machines. Oui, on est un peu garant de l'histoire, de toute l'histoire de ce plateau aérien. C'est la 53e édition, ça fait donc chaque fois une grosse mobilisation de tous les bénévoles. Si vous voyez ce spectacle, là, c'est surtout grâce à eux, que ce soit les pilotes, les mécaniciens qui entretiennent les avions toute l'année. Et effectivement, parce que c'est une installation énorme, il faut travailler toute l'année sur ce projet. Et aujourd'hui, on est récompensé. On est surtout récompensé en voyant les yeux des enfants qui sont ravis. Parce que le but, c'est ça, c'est de vous faire rêver, de garder ce patrimoine, cette histoire en vie. Et nos avions sont en vie. Et surtout de faire rêver les générations futures. Ces avions, on a des avions extrêmement rares ici, extrêmement rares à La Ferté. Oui, je crois que c'est un point mythique, je dirais pour un collectionneur. La Ferté-Alais, Cerny, la Ferté-Alais. Voilà, sera toujours c'est vraiment un peu la mecque de l'aviation de collection. De voltige était au plus haut dans les années 70. Effectivement, en 72, vous pouviez être champion du monde avec un Pitts. Mais il est né bien avant avec un petit moteur de 65 chevaux. 55 même, 55. Et qui au fil du temps, Curtis Pitts, qui à la base était un industriel qui vendait des moissonneuses-batteuses. Il venait du monde agricole, Il venait du monde agricole et qui s'était spécialisé dans la construction de ces petits avions qui, au fil du temps, seront remotorisés, surmotorisés, passant effectivement de 55 à 200, puis voilà. Et qui ont longtemps brillé dans les compétitions internationales de voltige jusqu'effectivement au milieu des années 70, avant d'en sortir, puisque trop, de par leur taille, trop difficile à juger, en fait. Ouais. Alors c'est un petit peu à l'image des avions Caudron, les Pitts ont été popularisés par une femme. Elle s'appelait Betty Skelton, c'était une charmante petite américaine dont le père avait une école de pilotage et une société de travail agricole. Donc elle faisait de l'épandage. Et donc Betty Skelton, dans les années 30-40, à l'âge de 7-8 ans, elle était déjà dans des avions. Et puis en 47-48, elle a voulu faire du Pitts. Elle est allée voir Curtis Pitts et donc elle l'a regardé en se disant mais attends, là on a des centaines de milliers de pilotes, ils ont fait la guerre, ils ont combattu en Europe, dans le Pacifique, toi tu viens? Et elle a dit oui mais moi je viens mais je vais gagner. Et Betty Skelton, cette petite mignonne, c'est tout à fait positif ce que je dis évidemment, et bien évidemment elle a gagné. Puis d'autres, les Stearman qui viennent se poser, des avions qu'on a aussi beaucoup vus au cinéma. Dès qu'on a un film, un grand film, une grande fresque aéronautique, systématiquement il y a un Stearman. Voilà, qui est un Boeing en fait, c'est le Stearman. En fait c'est un avion qui est né lui aussi dans les fin des années 20, construit à Wichita au Kansas, et c'est devenu un avion d'entraînement au début de la Seconde Guerre mondiale. Primary Trainer, donc le premier trainer, c'est-à-dire l'avion de base. Voilà, on était des jeunes de 20 ans, même au début, sur un tonneau avec une planche. On leur apprenait quelques notions d'équilibre. Ensuite, on les jetait dans ces Boeing Stearman
qui sont des avions extrêmement agréables, qui paraissent comme ça énormes. On se dit quand on est devant un Stearman, c'est énorme, c'est bateau, mais ça pardonne beaucoup de choses. C'est un avion dont tout le monde rêve, le Stearman. Oui, lui aussi est un avion qui hante un peu les nuits des aviateurs, en tout cas ceux qui aiment et connaissent un petit peu l'aviation ancienne, parce que là aussi c'est un avion agréable, c'est un avion qui est dans le coup aujourd'hui si on a envie. Alors évidemment si vous voulez quitter Cerny pour rejoindre Calvi à toute vitesse, c'est pas ça qu'il faut prendre, parce qu'il vous faudra 7 heures pour arriver à Calvi. Par contre si vous avez envie un soir. Et puis aujourd'hui c'est un avion de loisir, c'est un avion de collection, c'est un élément de notre patrimoine. Alors on a des belles couleurs. Alors sachez qu'il y a un concours photo qui est organisé par la JBS et vous profitez de la couleur des avions pour faire de belles photos. Voilà, le ciel nous a pas gâté de jolis cumulus pour faire un... Et il permet à chacun d'exprimer un petit peu son talent photographique. Voilà, et vu ce qu'on a vu aujourd'hui, on aura certainement de très belles photos. Voilà, et puis les petits derniers. Sont à l'atterrissage tandis que la patrouille de Stamp nous survole. Voilà, qui dans le même esprit que le Stearman donc le Stamp dans le même esprit que le Stearman pour aller faire de la voltige douce, ce que tu disais en fin d'après-midi, de la voltige coulée. Eh bien, c'est le Stamp. C'est un avion qui, lui aussi, à l'origine, fut conçu comme avion d'entraînement et la boucle sera bouclée qui a servi dans de nombreuses... Il est mis au point en Belgique, mais finalement construit en France. Et je crois également au Maroc. Il me semble qu'il y avait une unité qui fabriquait ces Stamp et Vertogen. Voilà, devant nous passe ce Stradivarius du ciel, Bucaire monoplace, Bucaire biplace. Voilà, le Bucaire Youngman et le Bucaire Youngmaster. Regardez comme c'est beau. Voilà, ce dernier, il est pas en couleur de Léon Biancotto, il me semble, oui. À la prévision, il fera beau. Donc ceux qui aiment les avions vraiment de façon assidue, enfin en tout cas, peuvent nous rejoindre de nouveau demain. On sera là, on essaiera de faire le même spectacle. Et moi, je voudrais simplement saluer l'équipe de la JBS, saluer son... derrière, qui n'ont pas le temps de tout voir. Mais ils font un travail ici considérable. Et le mot de la fin, ce sera Cyril. Cyril, merci à tous ceux qui nous soutiennent, de grands industriels qui étaient là aujourd'hui. Merci à l'Armée de l'air et de l'espace aussi. Merci mon cher Julien, mon cher général, de nous avoir rejoints. Merci à Renaud aussi, parce que c'était une vraie surprise. On a eu très belles choses. On recommence demain. Je vous souhaite une bonne soirée, soyez prudents sur la route.
se retrouve notamment au mois de mars. Il réalise un reconditionnement de 2 semaines avant de s'entraîner à l'étranger pour appréhender d'autres terrains. Cette année, ils ont eu la chance de partir en Italie pour faire environ 30 à 40 jours. Peut-être pas nager 200 km. Il a continué vers la Tunisie pour rejoindre Bizerte. Bizerte, à l'époque, il y avait sommairement aménagé un champ d'aviation, un petit peu à l'image du champ d'aviation que nous avons devant nous. Et la côte tunisienne en vue, évidemment, il avait commencé à baisser en altitude, à descendre, pour se poser en pente sur cette... Christophe était dans le Blériot 11 et Robert Bob renseigner l'état-major. La première aviation militaire, Alain, était donc une aviation d'observation. Oui, on n'avait pas défini de règles d'emploi, on n'avait pas assigné de véritables missions aux avions en 1914. Mais on avait quand même conscience qu'ils allaient jouer un rôle au XXe siècle. Hermann Göring qui prendra la suite de Richthofen à la tête de son escadron. En France, il y avait également de très grands as. Le plus connu, enfin le plus titré d'entre eux, c'est René Fonck. D'autres seront également célèbres, tant par leur performance que leur appareil. Sur lui, qui a été tourné d'ailleurs ici, sur le plateau de l'Ardennais, ici à Cerny-la-Ferté-Alais. Et Georges Guilmer était un garçon à la santé un petit peu fragile. Et c'est un garçon qui avait adopté une technique de chasse absolument implacable. Il passait de longues minutes, très très haut dans le ciel, à surveiller le ciel, à choisir sa proie. Et ensuite, il fondait sur sa proie, un petit peu comme un rapace. Et qui deviendra le saint patron de l'armée de l'air, avec une devise que tu connais bien. C'est une association qui restaure avec amour, fidélité des appareils, essentiellement parmi les plus anciens, les antiques, tout particulièrement les appareils de la Première Guerre mondiale. Ils ont développé au fil du temps et de façon purement bénévole une expertise incroyable qui donne à ces appareils, qui sont largement originaux, une touche d'authenticité absolument incomparable. Et puis on avait également, pour simuler le combat aérien, un Fokker. Un Fokker est donc on a un Fokker avec une facture aérodynamique particulière à travers. Donc avant l'exploit, trois appareils que nous allons voir maintenant évoluer. Le Morane 317, vraiment fait pour apprendre. Le Morane 317 pour répéter, pour recommencer. Ils étaient d'excellents professeurs, mais ils ne laissaient rien passer. Les Morane 317. Sur un Morane, on apprend très vite qu'un avion, ça se respecte. Qu'une approche mal préparée, le 317 va rapidement vous le faire sentir. Un arrondi trop haut, et hop, vous repartez et on vous le rappelle. Les nombreux constructeurs qui avaient fait de cette industrie en 1918 la première industrie du monde, je dis bien du monde, puisqu'en 1918 l'industrie française, en particulier des moteurs, fournit des moteurs partout dans le monde, que ce soit au Japon, aux États-Unis, en Angleterre et bien évidemment en France. Et cette industrie, elle est tout de même fortement éparpillée en plusieurs dizaines de constructeurs. Les virages, ils vont venir se poser, toujours accompagné par Django Reinhardt. On va vous parler à présent d'une autre institution, tranquillement.
une autre institution dont pourrait-on parler de siège, de bureau, est située dans le 16e arrondissement de Paris, rue Galilée. Et c'est notre ami Jacques, notre très cher Jacques Arnoux, qui va nous parler de cette très grande institution qu'est l'Aéroclub de France. Cette vieille dame de l'aviation qui est née en 1898, c'est l'Aéroclub de France, l'une des toutes premières associations aériennes, club aérien, qui a été créé donc pour on disait à l'époque, la promotion de la locomotion aérienne. À l'origine, il y a des gens dont on nous a déjà parlé cet après-midi, des pilotes, des ingénieurs. Voilà, Catherine vient de se poser, on va la laisser se poser tranquillement pour revenir un peu en arrière. Enfin, quoi que nous étions institution née au début du XXe siècle, l'Aéroclub de France, bien avant. Et c'est une institution qui, à une époque, au début du plus lourd que l'air, donc de l'avion, Dont le rôle, tu vas nous parler de son rôle, c'est ça? Ouais. en particulier, attribuait les licences de pilote. Il n'existait pas encore de règles de l'air, il n'existait pas encore d'administration, de direction générale de ce qu'on appelle aujourd'hui l'aviation civile. Il était simplement interdit de voler. C'était vachement simple. Donc si vous décidiez de voler, peu importe la méthode, c'était interdit. Enfin bon, tout ça a évolué et l'Aéroclub de France a accompagné cette évolution. Allez, on va revenir à une aviation de plaisir. Sortons la machine à remonter le temps. Voilà, it was so funny. On va poursuivre cette aviation souriante, cette aviation où ces pilotes démobilisés après la guerre. Oui, cette aviation de spectacle. Là, on a vu du pestacle. Là, on a vu du pestacle. Mais là, on va voir maintenant du spectacle. On est effectivement... Ou du grand pestacle. Ou du grand pestacle. Et voilà, on revient un petit peu en arrière. On va laisser en nous saluant. Mais on va revenir à une aviation qui était une aviation de spectacle telle qu'elle était réalisée en Europe, mais aussi aux États-Unis au lendemain de la Première Guerre mondiale. Peut-être incarné dans la littérature par des écrivains comme Richard Bach, Illusion, des si récalcitrants. Récupérer des caudrons, notamment des G3, et il avait commencé depuis Grenoble, qui était sa terre d'origine, sillonner la France. Il avait été lui-même pilote de chasse pendant la Première Guerre mondiale, et il avait ensuite monté un spectacle aérien pour finalement s'installer ici même à Cerny-la-Ferté-Alais. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a un Robin qui décolle. Qui va aller chercher des pilotes. Voilà, il va à Melun parce qu'on a positionné quelques avions à Melun. On en a positionné d'autres à Villacoublay. On va les voir tout à l'heure, dans quelques minutes. Et puis en bout de piste, là-bas, on a aligné une patrouille DV30. Le ciel est stagnant. Attendre, tandis que derrière s'aligne un avion qui est une image quelque part assez fidèle de ce qu'on trouvait un pilote téméraire et puis on y associait souvent une jeune fille. Une jolie fille, si possible sportive. Explain as I turn the power this time.
On va reparler patrouille. Encore un hommage. Une patrouille récemment créée qui s'est entraînée